À présent, nous sommes en ligne avec M. Pierre d'Ortiguière, professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous nos téléspectateurs et à monsieur Hassani. Merci. Merci de votre intervention téléphonique. Je voudrais, si vous voulez bien, monsieur le professeur, citer une phrase du président Sarkozy lors de sa récente intervention à la conférence annuelle des ambassadeurs à Paris. Il a parlé de la détermination des Européens à empêcher l'Iran de se doter de ce qu'il a appelé l'arme nucléaire, avec une stratégie de dialogue et de sanctions. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il s'agit plutôt d'une stratégie de deux poids, deux mesures, d'une stratégie ambivalente de la part du président français envers notamment la question du nucléaire iranien? Si, en un mot, il s'agit d'un chantage qui est exercé en premier sur les membres de l'Union européenne, autant qu'une agressivité dirigée contre l'Iran à laquelle nous sommes coutumiers, car lorsque M. Sarkozy parle ainsi devant les ambassadeurs, ceux-ci s'attendent à ce qu'il définisse avec clarté les objectifs de la politique française, surtout après les difficultés et des échecs rencontrés en Afghanistan et aussi sur le terrain de l'unité européenne. N'oublions pas par exemple que M. Sarkozy, étant allé en Irlande, rencontrait un pays qui avait 53% de gens opposés. À son départ, il s'est tant débrouillé qu'il y avait 62% de gens opposés à la politique européenne. Il y a donc là des échecs dont les ambassadeurs, dont le corps diplomatique voudraient que l'on rende compte, afin, disons, de les corriger ou d'éclaircir la situation et d'éclairer en particulier la politique de la France. M. Sarkozy n'en fait rien, car lorsqu'il parle et qu'il se substitue à l'ensemble des pays européens, qu'il se substitue aussi aux opinions internationales, en particulier qu'il prétend même faire mine de parler au nom de la Russie et de la Chine, pour désigner l'Iran comme un trouble-fait international, comme un pays belliciste, un pays qui a des arrière-pensées de domination atomique ou de terreur atomique. Non seulement il n'est pas cru, non seulement il ment, mais disons qu'il s'arroge le droit de parler au nom des pays européens pour pouvoir justement, disons, contraindre ces pays à entrer dans le jeu d'une certaine stratégie américaine qui ne correspond pas aux intérêts de l'Amérique, mais qui sont dictés uniquement par le souci de servir l'entité sioniste. Il s'agit là d'un coup de bluff de M. Sarkozy, vous voyez. Il veut à la fois, disons, par des déclarations fracassantes et qui sont mielleuses, c'est-à-dire dire que ce qu'il entend par négociation, comme lorsqu'il va le faire dans son voyage en Syrie, sera en réalité une pression dirigée contre tous les États. Il leur promettra, comme on dit, la lune à condition qu'ils se séparent de la politique de soutien, de fraternité, de compréhension envers l'Iran. Car c'est l'Iran qui est un obstacle politique à la pérennité de l'entité sioniste. C'est donc un combat politique que mène M. Sarkozy pour les intérêts de son clan et non pas pour les intérêts de son pays. Et c'est en ce sens qu'il faut voir ce mélange justement d'agressivité et de soi-disant diplomatie. Mais nous l'avons aussi envers un pays, par exemple, je terminerai là-dessus, comme la Russie. Mercredi dernier, M. Kouchner a prétendu qu'il faudrait considérer des sanctions européennes contre la Russie. Et même a-t-il ajouté d'autres moyens. Que signifient ces autres moyens? Est-ce un nouveau bellicisme auquel nous sommes invités? Comme par exemple la soi-disant lutte contre le terrorisme pousse M. Sarkozy, n'est-ce pas, à présenter ainsi la lutte en Afghanistan, qui a été contredite par M. De Villepin cette semaine. Voyez, nous avons affaire là, en réalité, à une politique dangereuse qui n'a rien à voir, répétons-le, avec les intérêts de la France, qui n'a rien à voir non plus avec les intérêts des États-Unis. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à une guerre contre l'Iran, n'ont aucun intérêt à une bataille contre la Russie. Mais les seuls qui ont intérêt, il faut le dire hautement, il faut le clamer, ce sont ces gens qui sont installés depuis déjà plusieurs générations en Palestine et qui ne peuvent vivre qu'à condition qu'il y ait non seulement des efforts de bellicisme pour pouvoir soutenir une activité qu'ils sont incapables d'assumer par eux-mêmes. C'est contre ce parasitisme justement qu'il faut lutter, et tous ces bruits de guerre sont en réalité au service
Monsieur le professeur, techniquement parlant, la France se trouve au premier rang des pays producteurs de l'électricité à partir du nucléaire. La France, alors si je ne me trompe pas, quelques 77 ou 79% de l'électricité produite en France sont d'origine nucléaire. La France envisage également de construire prochainement un réacteur de troisième génération. La France, depuis l'arrivée de M. Sarkozy à l'Élysée, a signé plusieurs accords de coopération nucléaire avec différents pays, notamment les pays riverains du Golfe Persique. Alors, est-ce que cette stratégie qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie business de M. Sarkozy ne vise pas en quelque sorte à maintenir les autres pays, notamment les pays en voie de développement, dont l'Iran, dans un état de dépendance totale vis-à-vis des puissances nucléaires? Dans ces échanges, comme il se devrait en matière de commerce, ce n'est pas l'intérêt qui prime, c'est le rôle que peuvent jouer tel et tel pays dans la conservation politique d'un certain état de fait, à savoir le déséquilibre mondial qui nous a amenés jusqu'à la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que le commerce, cette politique business, est au service justement de cette politique de clan. Et il est facile naturellement de trouver des contradictions entre la politique de la France quand elle, disons, développe et vend ses produits nucléaires en matière d'électricité par exemple, et l'empêchement qu'elle veut que certaines nations aillent dans ce sens-là. Mais il suffirait que ces nations, prenons l'exemple du grand tyran, se mettent au service d'une politique qui n'est pas la sienne, veuillent retrouver à sa façon une nouvelle servilité comme à l'époque du Shah. Aussitôt vous verriez, n'est-ce pas, tous les accords qui seraient signés avec l'Iran, vous verriez qu'on célébrerait la nécessité d'un développement, vous verriez les commis voyageurs français, n'est-ce pas, dans ce pays. En réalité, ce qui est en cause, ce n'est pas la relation entre les pays riches ou les pays pauvres, ce n'est pas une affaire de classique de colonialisme, de néocolonialisme, c'est servir uniquement un seul intérêt, empêcher que l'Iran se développe et développe un modèle d'indépendance, de liberté et de souveraineté. Il suffirait que l'Iran abandonne ses principes fondamentaux, qui sont naturellement le secret de son éternité, si je puis dire, pour que l'Iran soit dans le concert des nations à la manière de M. Sarkozy. Mais ceci, je peux vous le dire comme Européen, ceci est l'opinion du clan de M. Sarkozy, et nullement l'intérêt des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, qui d'ailleurs, dans cette affaire-là, joue un rôle modéré, mais elle-même est occupée. Prenons garde, un pays doit conserver son indépendance, vous voyez, même si cela doit faire clamer les chacals contre lui. C'est justement le contre-exemple bénéfique que donne M. Sarkozy. Voyez où la France est tombée depuis le départ des grands Français qui l'ont présidé. Nous sommes, comme on dit, au fond d'un gouffre, et naturellement, il faudra plus d'une ou deux générations pour reprendre le terrain perdu. Pierre d'Ortiguier, je rappelle que vous êtes professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse, et merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci et à très bientôt. Au revoir, messieurs. Merci bien. Au revoir. Au revoir.